L'aérodynamique, c'est pour les gens qui sont incapables de fabriquer des moteurs. Cette phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, elle a été prononcée en 1960 et elle nous vient du plus célèbre de tous les constructeurs de voitures au monde, Enzo Ferrari. Une des figures les plus emblématiques et les plus fascinantes de l'histoire automobile, qui était à la fois un créateur de génie, mais aussi et surtout un homme au caractère bien trempé, connu pour sa passion et pour sa vision sans aucun compromis. Alors c'est clair qu'aujourd'hui sa punchline elle a plutôt mal vieilli quand on voit l'importance que l'aéro a pris ces dernières années, que ce soit dans l'industrie automobile en général et dans le monde de la course en particulier, pour Ferrari en Formule 1 ou même sur toutes les voitures de série que la marque vend aujourd'hui. Mais l'aérodynamique, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, et l'intérêt de cette phrase, c'est qu'elle permet surtout d'illustrer l'importance du moteur dans la démarche d'Enzo Ferrari et dans sa quête pour créer la voiture parfaite. Toute sa vie, il a cherché à fabriquer le moteur idéal. Pas un moteur raisonnable, pas un moteur efficient, mais un moteur puissant, celui qui lui permettrait de remporter toutes les courses. Une existence totalement dédiée à sa passion pour la mécanique, si bien qu'il ne prenait jamais de congé, il refusait de partir en voyage, et il avouait lui-même que les meilleurs moments dans sa vie, c'était les moments passés seul à l'atelier, quand tout le monde était en vacances. Pour Enzo, les voitures de course ne sont ni belles ni laides, elles sont belles quand elles gagnent. Rien n'est plus important que la performance, et en fait dans son esprit c'est la technique qui prime sur tout le reste. À son époque chez Ferrari, la majorité de l'innovation et des efforts sont faits sur les moteurs, le châssis n'étant qu'un élément de support qui permettait de maintenir les roues en place, et le style des voitures était carrément un élément secondaire. Seulement vous connaissez l'histoire, pour pouvoir continuer à investir des grosses sommes dans le développement de ces voitures de course, Enzo doit accepter de mettre en vente certains modèles qui permettront de financer sa passion, et ça commence en 1948 avec la Ferrari 166. La 166, c'est la première Ferrari à avoir remporté les 24 heures du Mans, et c'est surtout la première Ferrari de course qui sera vendue au public comme un véhicule de grand tourisme avec plusieurs variantes de carrosserie réalisées par des grands noms dont certains ont survécu jusqu'à nos jours. Bon là du coup il faut que je fasse un petit aparté rapide pour clarifier et expliquer un morceau d'histoire assez important qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Au début de l'automobile et à peu près jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, être un constructeur de voitures, ça voulait surtout dire que vous produisiez principalement des châssis et des moteurs sans vraiment vous occuper du style. Envelopper tout ça dans de la carrosserie à l'époque, c'était considéré comme un art à part entière et le dessin des voitures était décidé par des carrossiers indépendants qui avaient un rôle crucial dans l'industrie en personnalisant les véhicules selon les désirs de leurs clients et surtout selon les possibilités techniques offertes par le châssis, un peu comme des couturiers qui habillent un mannequin en fonction de sa morphologie. Certains de ces couturiers automobiles ont habillé des châssis comme s'ils réalisaient des véritables œuvres d'art et leur nom vous dira peut-être quelque chose comme Alemanno, Vignal, Saucik, Touring, Figonier-Falaschi, Chaperon, Labourdette, Ghia, Berton, Abarth et la liste pourrait être en fait assez longue. Aujourd'hui ça n'existe plus du tout et même ceux qu'on appelle les préparateurs et qui sont censés produire des voitures uniques comme Mansory, Brabus ou Liberty Walk sont loin de faire des modèles aussi exclusifs que leurs prédécesseurs. C'est simple, à l'époque toutes ces voitures très haut de gamme étaient vraiment uniques, il n'y en avait pas de pareil. Et c'est là qu'on revient à notre cher Enzo Ferrari qui commence en 1948 à commercialiser sa Ferrari 166 avec 6 déclinaisons de carrosserie. Parmi ces 6 déclinaisons, il y en a une qui lui tape dans l'œil, celle de l'homme dont on va parler dans cette vidéo, Giovanni Battista Farina, dit Pininfarina, le maître qui a dessiné certaines des plus belles icônes de l'histoire automobile. Giovanni naît en 1893 à côté de Turin en Italie, dans la petite ville de Cortanze, et à la base il s'appelle juste Farina. Le préfixe Pinin veut dire petit en piémontais, un surnom qu'on lui donne parce qu'il est le petit dernier d'une fratrie de 11 enfants et qu'il finira par faire ajouter au début de son nom de famille. À seulement 12 ans, il commence à travailler dans l'atelier de son frère Giovanni et découvre sa passion pour l'automobile qui l'amènera à créer la Carrozzeria Pininfarina à Turin en 1930 avec l'objectif ambitieux de révolutionner la fabrication des carrosseries automobiles. Giambattista est petit par la taille mais grand par le talent et se distingue rapidement dans l'industrie grâce à son style innovant et élégant qui attire des marques prestigieuses de l'époque comme Lancia, Alfa Romeo et Hispano Suiza. L'idée de Pininfarina, c'était de dépasser le simple modèle artisanal de création sur mesure pour créer une industrie indépendante de la carrosserie automobile et être capable de produire des voitures exactement comme lui les imagine en petite série, tout en conservant une qualité exceptionnelle. Un des moments les plus marquants de sa carrière, et le point de départ de l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, c'est le début de sa collaboration avec le grand Enzo Ferrari qui commence au début des années 50. Après la sortie de la fameuse 166 que vous connaissez maintenant, Enzo veut travailler avec Pininfarina pour établir le style de ses voitures. Mais les deux créateurs ont failli ne jamais se rencontrer à cause de leur ego surdimensionné. Ferrari ne quitte jamais Maranello, c'est une de ses règles de vie, donc il souhaite que Pininfarina se déplace pour venir le voir. Mais le designer refuse au nom du principe d'égalité. En gros, si je suis pas assez important pour que tu sortes de Maranello, tu n'es pas assez important pour que je vienne jusqu'à toi. Avant même de pouvoir travailler ensemble, les deux patrons entrent déjà dans une négociation. C'est grâce à son fils Sergio et à un de ses amis pilotes chez Maserati que Battista Pininfarina a pu finalement trouver un compromis avec Enzo Ferrari pour organiser une rencontre en terrain neutre dans un restaurant à Tortona entre Turin et Modène. Enzo se déplace avec son fidèle bras droit Girolamo Gardini et Battista vient avec son fils Sergio.
Ensuite, tout devient facile, mettez 4 passionnés d'automobile autour d'une table et ça peut durer jusqu'au bout de la nuit. À la fin de leur échange pendant la fameuse rencontre de Tortona, les deux entrepreneurs avaient posé les bases de leur collaboration qui durera plusieurs décennies pendant lesquelles l'entreprise Pininfarina est devenue le partenaire privilégié de Ferrari en ce qui concerne le style. Le tout premier modèle de leur collaboration, c'est la Ferrari 212 Inter qui arrive en 1952 et qui est la première voiture à arborer à la fois l'emblème du cheval cabré et la signature de Pininfarina. D'ailleurs, quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi le logo de Pininfarina c'était un F, et en fait maintenant j'ai compris, vu qu'on vient de voir ensemble que son vrai nom à la base c'était juste Farina. La 212, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment une Ferrari primitive, mais elle a déjà à l'époque les traits caractéristiques des collaborations futures entre Ferrari et Pininfarina. Une carrosserie pure et sensuelle, avec quelques éléments distinctifs comme la grille à motif carré, et des flancs lisses tout en rondeur sans ornements superflus. À partir de ce moment-là, l'histoire est en marche, Ferrari crée des voitures incroyablement performantes, et Pininfarina les rend irrésistibles. Sous la direction de Battista puis de son fils Sergio, l'entreprise a créé certains des modèles les plus emblématiques de la marque au cheval cabré, comme la 250 GT, la 275 GTB ou l'étrange Modulo, mais on en reparlera plus tard, puisque même si tout se passe très bien avec Ferrari, on peut pas se contenter de réduire le travail de Pininfarina à ça. Le carrossier de génie étend son réseau et sa liste de clients en Italie année après année, et dessine des masterclass comme l'Alfa Romeo Spider Duetto, la Lancia Flaminia, la Coupé Flavia, la Dino 246 ou la Fiat 124 Spider. Dès les années 1960, il commence même à coopérer avec des constructeurs automobiles étrangers et transforme sa structure plutôt artisanale en une véritable entreprise industrielle. L'événement marquant de cette transition, c'est la production pour Alfa Romeo de 27 000 Giulietta Speeder dessinés et fabriqués directement chez Pininfarina. L'activité grandit tellement que Battista inaugure une nouvelle usine à Grugliasco et met en place des outils de pointe pour améliorer le développement technologique et aérodynamique des voitures. D'abord avec la création d'un centre dédié au calcul et au design, le CCD, et plus tard avec la construction d'une soufflerie grandeur nature, la première de toute l'Italie et l'une des rares existantes à l'époque dans le monde entier. Avec l'aide de ces nouvelles technologies, Pininfarina imagine les Lancia Monte Carlo, la Ferrari 365 Daytona, la 308 GTB ou la 400 entre autres, mais je peux pas vous citer tous les modèles un par un, ce serait juste trop long. En plus des voitures, il utilise sa soufflerie pour d'autres projets, comme la Nardi Futura, la première caravane construite avec un avant incliné pour améliorer le coefficient de traînée. Entre-temps, il a aussi noué des relations avec d'autres constructeurs internationaux comme Honda, Jaguar ou General Motors, avec la Dodge Polara ou la Cadillac Eldorado. Et en 1986, Pininfarina est installé depuis des années dans le paysage automobile et l'entreprise entre en bourse après avoir travaillé sur un chef-d'œuvre, la mythique Ferrari Testarossa. À ce moment-là, tout va très bien pour notre carrossier italien. Depuis quelques années, l'atelier est dirigé par Sergio, le fils de Battista qui a passé la main, et les contrats continuent d'arriver. Sergio Pininfarina est tout aussi doué que son père et il est impliqué dans la naissance de la Bentley Arnage, de plusieurs Ferrari évidemment comme la F40, mais aussi de la Maserati Gran Turismo et de beaucoup de modèles emblématiques chez Peugeot. Et Peugeot, c'est l'autre grand amour de Pininfarina avec Ferrari. Ok, vous allez me dire qu'on n'est pas du tout sur la même philosophie, pourtant leur partenariat va durer des années et va surtout produire des modèles que vous connaissez tous, à commencer par la 403 en 1955. La 403 a succédé à la 203 et vous pouvez constater que son style a apporté à Peugeot un changement radical. Elle est vite devenue populaire grâce à son design sympathique et surtout moderne pour l'époque, qui lui a permis de se vendre à plus de 1,2 million d'exemplaires, un succès commercial qui a été le meilleur témoin de l'engouement du public pour le dessin de Pininfarina et qui a donné envie à Peugeot de renouveler sa confiance à notre carrossier italien. Les deux entreprises remettent le couvert avec plusieurs modèles, dont la 504, un classique intemporel disponible en berline, en break, mais surtout en coupé et cabriolet, deux versions qui sont encore aujourd'hui saluées pour leur esthétique assez raffinée et leur allure indémodable. Le design de la 504 a été un cadeau pour les deux parties, puisqu'il a établi de nouvelles normes de style pour Peugeot et a renforcé la réputation de Pininfarina comme maître du design automobile. L'histoire continue même jusque dans les années 90, avec la fameuse Peugeot 406 coupé lancée en 96, un modèle qui est devenu célèbre pour son design élégant et qui est même considéré comme le plus italien des coupés français. En 2003, le 100 millième exemplaire de la 406 coupé est sorti des lignes de production de l'usine Pininfarina. Encore une fois, une belle preuve que le style de Pininfarina fait recette. Au final, l'histoire d'amour entre Pininfarina et Peugeot a duré presque 50 ans, mais elle s'est terminée dans les années 2000, au moment où la marque de Sochaux a décidé de ne plus faire appel à aucune société extérieure pour travailler sur le design de ses voitures et de faire entièrement confiance à son département de design. Un choix assez évident au final, puisqu'avec la concurrence mondiale qui grandissait année après année, Peugeot dépensait trop d'argent pour payer ses designers en interne et pour les mettre en concurrence avec une agence extérieure qu'il fallait aussi payer. Donc ils ont décidé de trancher dans le vif, réduire les coûts autant que possible et donc se séparer de notre cher Pininfarina malgré l'excellent travail qu'ils avaient toujours réalisé, bon sauf sur la 1007 qui est plutôt particulière.
Entre-temps, l'entreprise avait été reprise par Andrea Pininfarina, le fils de Sergio et petit-fils du fondateur Giambattista. Arrivé juste après l'entrée en bourse de l'entreprise à la fin des années 80 quand son père a pris sa retraite, il a vu s'échapper un des plus gros clients seulement quelques années après son entrée en fonction. Ça a porté un sacré coup à l'entreprise que son grand-père avait créée, et malheureusement pour elle, les catastrophes vont continuer à s'enchaîner. Le 7 août 2008, au petit matin, Andrea roule à scooter dans la banlieue de Turin, pas loin de ses bureaux, quand un automobiliste lui refuse la priorité et vient percuter sa Vespa de plein fouet, le tuant sur le coup. C'est son frère Paolo qui va donc lui succéder à la direction de l'entreprise dans une période de crise économique mondiale et surtout dans une période où le marché historique de Pininfarina change. L'immense majorité des constructeurs automobiles ont compris l'intérêt du design depuis des années et ils ont choisi comme Peugeot de faire confiance à leur propre studio plutôt que de faire appel à des entreprises externes. À cette période, deux autres carrossiers italiens historiques s'éteignent, Bertone qui tombe en faillite et Giugiaro Italdesign qui est racheté par Volkswagen. Pour essayer de limiter au maximum la fuite des clients et continuer de faire tourner la boutique, Pininfarina s'ouvre de plus en plus à des nouveaux acteurs dans l'industrie automobile comme Bolloré et va même accepter des projets variés comme des yachts, des immeubles, des tracteurs ou des aspirateurs, mais rien ne suffit à redresser la boîte qui se retrouve de plus en plus en difficulté. Finalement, les héritiers de Pininfarina décident de vendre au bord de la faillite et après une longue année de négociations, c'est le groupe indien Mahindra & Mahindra qui devient propriétaire de Pininfarina. Le problème, c'est que Mahindra & Mahindra, c'est un géant gourmand qui se rend bien compte qu'il faut changer la donne pour que Pininfarina redevienne rentable et il décide donc de transformer le carrossier en un constructeur automobile à part entière. Et c'est là que Ferrari, le plus gros client qui restait fidèle à l'entreprise, se rend compte que leurs intérêts deviennent trop divergents pour continuer. Ferrari se dit que depuis le rachat par un groupe indien, c'est plus pareil et il voit la création de modèles spécifiques Pininfarina d'un mauvais œil. La marque au cheval cabré décide donc elle aussi de faire confiance à son bureau de design en interne et de se séparer de son partenaire en mettant fin à une collaboration unique dans l'histoire de l'automobile qui a duré plus d'un demi-siècle et qui a produit certaines des plus belles sportives de l'histoire. Je pense en particulier à la Dino, la 288 GTO, la mythique Ferrari Enzo ou la F12. C'est à ce moment-là que Ferrari a perdu son âme. Et si je vous dis que Ferrari a perdu son âme, c'est parce que cette séparation avec le bureau de style est directement visible sur les voitures. La toute première Ferrari qui n'a pas été touchée ni de près ni de loin par Pininfarina, c'est la LaFerrari, un sacré morceau, et ensuite on a toute une série de modèles qui se sont enchaînés. La GTC4 Lusso qui fait suite à la Ferrari FF, la 812 Superfast qui a succédé à la merveilleuse F12, ou la 488 qui a succédé à la 458 Italia. Évidemment, toutes ces voitures sont des très belles voitures, mais à chaque fois, on trouve un peu moins de rondeur, un peu moins de finesse chez les nouvelles versions, un peu comme si Ferrari avait finalement laissé une partie de son âme de côté. Même sur la remplaçante de la 812, la nouvelle 12 Cilindri, on a un design qui fait bien sûr écho à la Daytona de Pininfarina, mais par rapport aux autres Ferrari modernes, on a un côté plus rectiligne et plus strict qui s'exprime, en particulier avec les deux lignes parallèles sur le flanc de la voiture. D'ailleurs, cette 12 Cilindri, elle a été dessinée par Marc Poulain, qui a signé ici son dernier projet chez Ferrari avant de rejoindre Alpine. Petit à petit, Ferrari change son style grâce au travail mené par l'équipe design dirigée par Flavio Manzoni, un monstre du design qui a dessiné entre autres la Maserati 3200, la nouvelle Fiat 500, la Volkswagen Up ou même la Golf 7. On voit ce style un peu plus technique, en particulier au niveau des optiques, progresser avec le Puro Sangue, la Roma, les modèles spéciaux SP1, SP2 et Daytona SP3 ou la SF90, et ça nous montre que le design de Ferrari a peut-être réussi à passer l'ère de Pininfarina pour aller sur autre chose, et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les Ferrari de Pininfarina ou les tout derniers modèles? Dites-le moi pour qu'on en discute en commentaire. Du côté de Pininfarina, il y a eu la présentation de la Battista, conçue avec le nouveau prodige de l'électrique Rimac, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, une supercar du coup électrique qui a quand même un sacré air de famille avec la SF90. Et puis sur la base de cette Battista, on a eu l'an dernier la présentation de la B95 au concours d'élégance de Pebble Beach, mais la production pour ces modèles est vraiment anecdotique, on se parle d'à peine 150 exemplaires. Est-ce que la marque va continuer à proposer des voitures sous son propre logo? Pour l'instant, pas vraiment d'infos. L'avenir nous dira si le carrossier italien va pouvoir réussir à survivre. En tout cas, il a marqué l'histoire du design automobile en ayant participé au dessin de plus de 1000 voitures différentes et en ayant produit au moins 250, et on estime qu'au milieu des années 2000, il y avait plus de 30 millions de voitures dans le monde qui avaient été créées avec l'aide de Pininfarina ou qui ont porté sa signature mythique.